40 ans, il fait le même geste, le même travail, à la c'est une répétition infernale, à l'infini. Vous voyez, je peux me rapprocher de la situation, parce que quelqu'un peut dire que non, pourquoi ça ne pose aucun problème. Pour dire que ça ne pose pas de problème pour vous, parce que vous ne l'avez pas essayé, vous ne l'avez pas, etc. Mais supposons que vous faites la même chose, chaque matin vous vous réveillez, vous prenez votre petit déjeuner, c'est toujours le même, vous voyez le même visage, c'est votre papa, votre soeur, votre frère, votre mari, votre femme, etc. Mais le même visage, et chaque c'est la même maison, les mêmes gens, le même femme. Et le même travail, le même patron qui engueule à chaque fois, et les mêmes gestes. Et par la suite, il y a toujours le stress pour revenir, et ensuite c'est manger, c'est la même chose, et revenir pour le travail, et revenir vers la maison, et revenir pour toujours, et se réveiller le lendemain, pour faire la même chose. On ne peut pas supporter ça, je pense que si on est vraiment très très solide. C'est pourquoi les gens ne le comprennent pas. Ce qu'on appelle en psychologie industrielle, c'est pourquoi les gens aujourd'hui dépriment, ils ont la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils font la même chose. Ils ne savent pas pourquoi. C'est comme quelqu'un qui nous dit, maintenant malheureusement, même pour les jeunes, parce que pour le passé c'était seulement pour les professionnels, ou ceux qui ont des métiers, ou des fonctionnaires. Maintenant même pour quelqu'un qui nous dit, je suis pas content, je ne suis pas mécontent, je n'ai pas de raison pour avoir mécontent, mais je suis mécontent. Ça, c'est dangereux. Oui, lorsque quelqu'un qui est déjà dans le travail, il a déjà 20 ans, 25 ans, dans le mariage, il a déjà 30 ans, c'est acceptable. C'est pas normal, mais c'est acceptable. Et lorsque quelqu'un qui a 30 ans, moins de 30 ans, et il commence à dire ça, ça veut dire qu'il dit il n'y a pas de raison pour que je sois mécontent, et finalement je suis mécontent. Je ne sens pas le bien-être. Je ne sais pas pourquoi qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, mais il y a quelque chose. Ça veut dire, c'est dont je parle, ça veut dire que pour un travail répétitif, pour une vie routinière qui se répète, sans vraiment pouvoir s'améliorer, le danger c'est quoi? On perd de motivation, on perd de concentration. Quel est le danger? Pas seulement pour l'entreprise, parce que l'entreprise va perdre en termes de productivité. Un ouvrier qui n'est plus motivé pour le travail, son rendement va diminuer. Et si ça se passe pour plusieurs ouvriers, c'est la productivité de l'entreprise qui va baisser. Ça, c'est pour le professionnel. Et aussi un autre danger, le professionnel et personnel. C'est quoi ce danger? On perd donc concentration dans le travail. La conséquence logique, les accidents de travail. Parce que, je pense qu'on fait chaque jour, on travaille sur une machine, on fait les mêmes gestes. Avec le temps, on ne voit plus le danger. On n'a plus la même réaction, le même risque. On ne sent plus qu'il y a un risque. Et avec le temps, c'est pourquoi les ouvriers perdent leurs droits, ceux qui perdent leurs mains, ceux qui perdent leurs pieds, ceux qui perdent leur vie, ceux qui perdent leur tête. C'est pour dire que, pourquoi? Parce qu'on perd de concentration. Et généralement, tout vient de la routine du travail. Quelque chose dont on perçoit qu'elle est simple, on ne sent plus le danger, on ne voit plus le danger arriver. Et c'est d'ailleurs une des limites à la méthode Tayloride. Cette méthode Tayloride existe jusqu'à aujourd'hui, même dans la fonction publique, dans des entreprises. Et c'est pourquoi ce que je vous dis n'est pas quelque chose qui est étrange, ou qui est étranger à ce que nous sommes en train de lire dans le milieu industriel. Bien. Donc c'est ça, une sélection scientifique des ouvriers, et on doit retenir quoi? Une sélection scientifique qui ne tient pas en considération des aspects humains, des aspects sociaux, des aspects psychologiques. Ces aspects ne sont pas pris en considération, dès lors qu'on doit choisir l'ouvrier en fonction de critères scientifiques objectifs. C'est le deuxième principe dans cette méthode Tayloride. Une fois qu'on l'a choisi, une fois qu'on a organisé le travail pour les principes, on a choisi les ouvriers qui vont occuper les postes. Deuxième principe. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les rémunérer. Il faut leur donner la contrepartie de leur contribution. Ça veut dire qu'il faut payer leur salaire. C'est la rémunération. Et là aussi, selon Taylor dire que tout doit être scientifique. Même le salaire est calculé de façon scientifique. Ça veut dire la rémunération est scientifique. C'est une rémunération au rendement, mais tout le monde connaissait. Avant Taylor, le salaire au rendement était connu. Avant Taylor, le salaire
pièce. Et d'ailleurs, on ne peut pas se limiter seulement à un salaire proportionnel ou un salaire rendement. Mais son système, c'est un système scientifique, système de salaire différentiel. Je vais essayer de vous expliquer ce système de salaire préconisé par Taylor. D'ailleurs, ce même système s'applique aujourd'hui au Maroc dans plusieurs entreprises, notamment dans les centres d'appel. Et on va essayer de connaître qu'est-ce qu'un système de salaire différentiel. Bien. Le salaire en rendement, parce qu'une rémunération rendement, c'est clair. C'est que le salaire varie en fonction de nombre de pièces produites. Ça, c'est clair, c'est classique. Il n'y a pas d'invention ici. Tout le monde le connaît. Mais Taylor va essayer d'imaginer, d'innover, pour proposer un système qui soit c'est-à-dire qui soit le sien. C'est un système qui appartient uniquement à Taylor. Et par la suite, on va utiliser le système, l'appellation salaire différentiel, mais on doit connaître que c'est un système Taylor. Ça veut dire quoi? Voilà, on va commencer à présenter les données de problème. Voilà les données de cette rémunération, de ce salaire différentiel, de ce système différentiel. Les données de cette équation, parce que ça va être calculé le salaire, pour nous, ça va être sous la forme d'une équation. Voilà, c'est scientifique. Donc, pour la fabrication d'une pièce, une composante, un élément de produit fini, il y a ce qu'on appelle la cadence réalisée. Ça veut dire la cadence effective. La cadence de travail. Ce qu'on dit la cadence, c'est comme si on dit le rythme. Et la cadence de travail, ça veut dire le rythme de travail. Et la cadence réalisée par l'ouvrier. La cadence réalisée, c'est une cadence effective. C'est ce que permet de produire un ouvrier. Et on dit qu'un ouvrier, par exemple, par heure de travail, réalise 8 pièces. C'est une cadence réalisée, effective. Mais il y a, lorsqu'on a divisé le travail, parce qu'on a parlé de la méthode d'organisation du travail, un des éléments, c'était quoi? Le chronométrage des gestes et des tâches. Donc, on savait que pour telle tâche, il faut tel nombre de minutes. Donc, il y avait le chronométrage. C'est pourquoi, dans la méthode taylorienne, nous devons commencer d'abord par la cadence standard. La cadence standard, ça veut dire que c'est la cadence prévue par l'entreprise pour que ce travail puisse être réalisé. On dit que normalement, l'ouvrier normal doit produire 10 pièces par heure. C'est une cadence standard, prévue. Alors pour la cadence réalisée, c'est la cadence effectivement réalisée par l'ouvrier. On dit que cet ouvrier a réalisé seulement 8 pièces par heure. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que l'ouvrier, par exemple, n'a pas pu atteindre le standard, l'objectif. Et c'est cadence réalisée, CS, c'est la cadence standard. La rémunération de chaque ouvrier va dépendre de ces deux éléments. La cadence réalisée par l'ouvrier par rapport à la cadence standard. Tant que l'ouvrier n'a pas atteint la cadence standard objectif, il y a un taux de rémunération par pièce. Qu'est-ce qu'on dit à l'ouvrier? Tant que tu n'as pas pu produire 10 pièces par heure, ça veut dire si la production est inférieure à 10 par heure, le salaire par pièce c'est 2 dirhams. Par exemple. Mais lorsque tu vas dépasser la cadence, c'est-à-dire plus de 10, la production va être supérieure strictement à 10, le taux de rémunération va augmenter de 50%. Ça veut dire 50% de 2 dirhams, ça veut dire 1 dirham de plus, ça veut dire 3 dirhams. Donc, toute la production inférieure à 10, inférieure ou égale à 10, c'est 2 dirhams. Supposons qu'un ouvrier a réalisé 12 pièces. Pour les 10 premières pièces, c'est 10 fois 2, c'est 20. Et pour les 3 pièces supplémentaires, c'est 3 fois 3, c'est 9. Donc c'est 9 plus 20, ça va donner 29. Vous voyez là, le système différentiel, c'est qu'il n'y a pas un même taux de rémunération pour la pièce. Si on a dit un salaire au rendement, on s'est arrêté. Ça veut dire c'est le même taux de rémunération pour toutes les pièces. On n'a pas dit seulement une rémunération au rendement, mais c'est un système différentiel. Ça veut dire qu'il y a différents taux de rémunération en fonction de la cadence atteinte par l'ouvrier. Voilà. J'explique encore plus. Donc il y a 2 taux de rémunération.
c'est ce que j'étais en train d'expliquer, et qui sont prévus. Ces deux taux de rémunération, on va dire P0, tant que la cadence n'a pas atteint la cadence standard, la cadence réalisée n'a pas encore atteint la cadence standard, et P1, c'est le taux de rémunération lorsque la cadence réalisée par l'ouvrier dépasse la cadence standard, c'est-à-dire dépasse l'objectif. Et bien sûr, P0, ça va être en dirham, parce que c'est un taux de rémunération dit de dirham par pièce, c'est-à-dire dirham par composant, par élément, par produit. Ça dépend de l'organisation du travail et de la réponse de produit. Donc, si c'est ce qu'on a dit, c'est la cadence réalisée effectivement par l'ouvrier. Donc, si c'est inférieur ou égal à CS, la cadence standard, on essaie de formaliser. Chaque pièce sera meilleure au taux P0. La pièce, bien sûr, est un taux inférieur à P1. Mais si c'est-à-dire la cadence est effectivement supérieure à CS, la rémunération d'une pièce s'élèvera à P1, c'est-à-dire un taux un peu plus élevé que le premier taux présent. D'ailleurs, je prends des exemples, de temps à autre, à partir peut-être de la semaine prochaine, la semaine d'après, on commence à demander des sujets. Peut-être se prépare, vous allez voir qu'un des sujets les plus importants, c'est la comparaison des systèmes de salaire en toutes les théories classiques, l'approche classique. Vous savez, c'est comparer les systèmes de salaire. Je vois quelques idées. Le système de salaire chez Taylor, c'est un système différentiel. Le système de salaire de Fayol, c'est un système au rendement. C'est subtil la différence. Seulement un connaisseur, c'est là-dedans, qui travaille là-dedans, qui peut comprendre la différence entre un salaire en rendement et un système de salaire différenciel. Il y a aussi le système de salaire de Weber. Pour lui, le salaire doit être fixe. Et c'est avec le système de salaire qu'on travaille par an. À la fonction publique. Dans la fonction publique marocaine, le système n'est pas, le salaire n'est pas rendement, n'est pas lié à la productivité, pas lié au bénéfice. Et c'est un système de salaire fixe. À la fin de chaque mois, le fonctionnaire va recevoir son salaire. C'est quoi le danger de ce système? C'est un système qui encourage la paresse. Ça veut dire, faites ce que vous voulez dans votre travail, vous allez recevoir le même salaire que l'autre qui dort, qui se réveille, qui va au travail, qui prend son café au travail, qui va fumer son travail, qui va faire les courses au travail, qui va préparer le déjeuner au travail, qui va laisser le même salaire. Ça encourage un système de paresse. Et même quelqu'un qui est normal, avec le temps, il devient anormal. Je dois faire la même chose. Et à la base, il ne veut pas, puisqu'il faut que tous les autres qui meurent, elles sortent du travail pour aller fumer. Et pourquoi pas moi? Je dois sortir, en sortant. Tous les autres, à 10 heures, ils sortent pour boire le café. Donc là, ces 15 ou 30 minutes sont payés. Parce qu'à la base, on est des parents de travail. Au moins, si c'est pas parents de travail, c'est pas rendement. Ça veut dire que je dois rentabiliser les 30 minutes que j'ai perdu dans le café. Ça veut dire rentabiliser en termes d'effectivement de travail. C'est parce que la quantité n'est pas toujours importante. La qualité du travail. C'est pour dire que le danger d'un système de salaire fixe, sur lequel plusieurs pays, notamment l'Europe, aux États-Unis, ils sont en train de revenir. C'est maintenant surtout avec la crise, le travail de journée, et bien sûr, toutes les journées. On l'appelle la semaine réduite. Et on peut travailler 2 jours, 3 jours la semaine, et on est payé que sur 2 ou 3 jours. Le reste, soit il n'y a pas de travail, soit que, voilà, on dit que je cherche à travail. Ça encourage la personne à chercher, à s'améliorer, à améliorer son travail. En tout cas, qui a proposé le système de salaire fixe? C'était Max Weber, pour des raisons on va le lire. Pourquoi je dis ça? C'est pour qu'il est possible de comparer les systèmes de salaire selon toutes les approches de l'organisation. Parce que c'est quoi organiser? C'est organiser un travail. Et lorsqu'on a une théorie d'organisation, on doit penser à tout. Et parmi les choses auxquelles on doit penser, c'est le travailleur et la motivation du travailleur et la rémunération du travailleur. C'est pourquoi, en principe, une théorie complète doit proposer un système de salaire. Comment la théorie envisage de rémunérer le salaire.
Donc, ici, l'équation de la rémunération, ça veut dire comment se détermine? C'est le taux de rémunération, c'est-à-dire le taux de rémunération qui permet de rémunérer le travail lorsque la cadence réalisée dépasse la cadence standard. PA en fonction de P0. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a là-bas, c'est P0. Donc c'est P0 plus X fois P0. Ça veut dire quoi X? X c'est un pourcentage d'augmentation du salaire. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu diras, c'est P0. Mais c'est P1, c'est quoi? 50% de plus que P0. C'est X, donc c'est un pourcentage. Avec X, un pourcentage donné d'augmentation de la rémunération. D'après Taylor, ces informations sont pour tous les ouvriers, ce qui va les pousser à augmenter leur rendement. Quel est le danger de ce système? C'est un système frustrant. Enfin, c'est un système qui crée des problèmes. Quels sont ces problèmes? Je pense que vous n'avez jamais travaillé dans une vie. Pourquoi on ne peut pas connaître ce type de problème? Moi, j'ai travaillé, je sais de quoi je parle. Lorsque, vous savez, on est des travailleurs, il y a un système de salaire rendement. Généralement, certains ouvriers, certains travailleurs, certains employés deviennent jaloux. Ah, jaloux, c'est pas scientifique pour moi. Taylor ne pense pas à ça, parce que pour Taylor, il pense à ce qui est mesurable, ce qui est quantifiable, ce qui est pour lui scientifique. Alors que jaloux, Taylor, c'était pas son domaine, et il n'a jamais pensé à ça. Vous savez quoi la jalousie? Quel est le problème de la jalousie? Il peut pousser un ouvrier à casser le travail de l'autre. Il peut pousser un employé à creuser un trou, à pousser son collègue dedans, et l'enterrer. Oui, vous savez la jalousie, c'est très, enfin, c'est très dangereux dans un domaine personnel. Parce qu'on est jaloux, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut stopper là le générateur électrique de nos époules. Pourquoi? Seulement, je peux réaliser plus que moi. Voilà, allez, stoppez tout. C'est la jalousie, c'est le chez nous, une mentalité, une culture. Et la jalousie est très. Parce qu'il y a ceux qui sont jaloux, et qui savent se maîtriser dans les freins. C'est ça, normal. Mais il y a la jalousie excessive. Et la jalousie excessive, elle pose des problèmes. Et c'est ce type de problème. C'est parfois ni dans l'intérêt des ouvriers, ni dans l'intérêt de l'entreprise elle-même. Et c'est pourquoi je dis que chaque système, quelle que soit l'ingéniosité derrière le système, il peut poser des problèmes. Ça veut dire qu'il y a des avantages, il doit avoir des inconvénients. C'est pourquoi il y a une évolution des théories d'entreprise. Si un système peut avoir seulement des avantages, pourquoi on allait avoir théorie ou pluriel d'organisation? On allait avoir une seule théorie. Mais pourquoi il y a l'évolution des théories? Parce que chaque système, quel qu'il soit, c'est un travail humain. Et donc il a des avantages et des inconvénients. Les autres théories qu'on va venir par la suite, ils vont prendre ces limites et ces critiques comme base pour proposer leur propre théorie. C'est quoi les théories? C'est on étudie ce qui existe. Et on commence à dire, voilà, ce sont des avantages ici, ce sont des forces. Et ici, ce sont des inconvénients, ce sont des faiblesses de la théorie. Et ça va être le point de départ pour construire une nouvelle théorie. Bien. C'est donc le troisième principe dans la méthode. Je rappelle. Le premier principe dans la méthode, c'est organiser le travail. Deuxième principe, choisir de façon scientifique les ouvriers. Troisièmement, c'est rémunérer aussi de façon scientifique les ouvriers. C'est un système qu'on appelle le système de salaire différentiel. Voilà. Attention parce que il y a une chose très importante qui m'a été dite, mais pour moi. Vous savez, Taylor, c'est toujours Taylor. L'OST, c'est toujours l'OST. On peut l'étudier parce que peut-être que plusieurs d'entre vous l'ont étudié déjà le management. Mais attention de rester calqué sur ce que vous avez déjà étudié. Parce que ce que vous avez étudié, généralement, c'était superficiel. C'est quoi superficiel? Ça fait. C'est sur autre chose. Maintenant, vous êtes FS. Et c'est pourquoi? Parce que je dis que j'ai l'habitude de voir tous les sujets qu'on propose aux examens.
puis Taylor, c'est Taylorisme, c'est Taylorien, et la méthode, organiser le travail, diviser les tâches, etc. C'est superficiel. C'est un sujet, on doit rentrer en profondeur, on doit faire des comparaisons avec, dans plusieurs domaines, comment Taylor organise le travail et comment Taylor organise le travail. Comment le premier envisage le système de salaire, comment le deuxième envisage le système de salaire, comment l'école des relations humaines envisage le salaire. Vous voyez, une comparaison, c'est ce qui donne de profondeur à l'analyse. Et c'est pour dire que c'est bien d'avoir des connaissances, mais attention de croire qu'on a toute la connaissance. Parce que moi, je n'ai pas toute la connaissance. Et ceux qui sont avant moi n'ont pas toute la connaissance, encore plus vous n'avez pas toute la connaissance, mais encore. Enfin, et c'est pour dire qu'on a tous besoin de s'approfondir encore plus. Bien. Et quatrième point dans cette méthode, la supervision. Parce que d'abord, peut-être qu'elle a approximation, elle a pensé à tout pour un travail. Choisir, enfin, organiser le travail, choisir l'ouvrier, le rémunérer et le contrôler. Superviser. Et superviser, c'est pas au sens contrôlé. Et surtout, c'est pas au sens contrôlé en anglais. Parce que le verbe contrôler, contrôle en anglais, ça n'a pas le même sens que contrôler. Contrôler en français, c'est comme en arabe. Ça veut dire quoi? C'est inspecter. C'est pourquoi à la peine, je me rappelle lorsque j'étais petit, parfois, l'inspecteur, le fétiche, il a dit fétiche. C'est l'inspection. C'est ça le sens contrôle en français. C'est pas la même chose en anglais. Vous voyez, c'est presque la même chose, mais c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que contrôle, en anglais, c'est ça le vrai sens de contrôle en management et en organisation, c'est aider l'autre à réaliser ses objectifs. C'est aider. C'est pourquoi on l'appelle le contrôle. Ça veut pas le contrôle. C'est aider le téléviseur à passer d'une chaîne à l'autre chaîne. Voilà. Je ne fais pas inspecter. J'inspecte le téléviseur. Je dis, il n'a pas passé de la chaîne. Donc je vais fonctionner. Non, je l'aide à passer d'une chaîne à l'autre. C'est pourquoi on l'appelle. Le contrôle en anglais, c'est un peu différent. Ça veut dire, c'est comment aider l'autre, comment faire sur le suivi, pas de l'inspection. Oui, c'est ça le pouvoir. C'est pas tige, pas l'inspection. Il y a une grande différence entre le suivi. Je vous parle là-dessus. C'est comme, et ça c'est très important dans la notion de contrôle. Parce que généralement, lorsqu'on dit contrôle, quelqu'un qui s'entend contrôler, ça veut dire qu'il y a un problème. Je dois contrôler ce qui se passe. Parce que sinon, je vais passer à côté de la plaque. Parce que je ne sais pas ce que je fais. C'est comme quelqu'un qui dit, je contrôle ma fille. Je contrôle ma fille. Qu'est-ce qu'il fait, une femme? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Et la fille, la femme sort, et lui, il sort derrière, etc. Et quelqu'un lui demande, quelle heure est-il? Et lui, il se présente. Je t'ai rattrapé. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est ça le sens de. Est-ce que ça sert? Ça ne sert plus à rien. C'est le sens de. Voilà, c'est l'inspection. Et lorsqu'il rentre, c'est comme une femme aussi. Parce que son mari rentre, il fait semblant de lui enlever la veste. Mais en même temps, il inspecte les poches, etc. Donc finalement, il fait semblant qu'il est en train de l'aider. Toutes les femmes, presque le font. Voilà. Alors que finalement, il ne l'est pas. Et il est en train de vérifier son patrimoine, voilà, de lui qui a tracé, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Et aussi, ton téléphone est chargé? Non, c'est pas parce que ils disent que le téléphone est chargé. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déchargé? Si c'est quelqu'un qui l'a déchargé, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? C'est pourquoi les femmes ne sont plus vues maintenant. Voilà. Même si cet homme sur le répertoire, il fait Chirali ou Arabi, chimiques, etc., qui n'ont aucune relation avec le côté féminin. Finalement, la femme, gilet, c'est pour dire que c'est le sens contrôle. C'est ce sens. En management de l'organisation, c'est pas ça. Toujours le management moderne. La base, c'est la confiance. La base, le travail, c'est la confiance. Et lorsqu'on n'a pas confiance en quelqu'un, on ne comprend pas. C'est pourquoi dans les entretiens, qu'est-ce qu'on vérifie?
On ne vérifie pas généralement seulement les notes ou combien il y a eu en mathématiques. Non, non, non. Surtout dans le domaine de l'entreprise. Est-ce que la personne est digne de confiance? Et ça, c'est un élément très important. On ne peut pas être sûr à 100%. Mais déjà, à la base de test psychotechnique, est-ce qu'elle est digne de confiance? Beaucoup plus qu'elle est en mathématiques 19, etc. Ça reste, ce sont des performances personnelles. Vous savez, les performances personnelles, des fois, peuvent être performances personnelles. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Et l'élément le plus important, c'est que l'ouvrier, est-ce qu'il a des aptitudes? Est-ce qu'il a des compétences? Est-ce qu'il a une dextérité manuelle? C'est surtout le travail manuel. Et est-ce qu'il est digne de confiance? Parce que supposons que vous allez mettre, bien sûr, entre les mains d'un pilote, par exemple, un avion qui coûte, je ne sais pas, 500 millions de dollars. Tu vas le donner à quelqu'un qui a un chef, qui a fait des études, qui a fait des 19, des maths, etc. Et tu vas lui donner 500 millions de dollars. Donc, plus dedans, il va y avoir 140 personnes. 140 personnes d'assurance, c'est 2 millions de dollars par personne, et 2 fois 140, 280, plus 500, 780 millions de dollars, plus l'image de marque et la détériorée de la compagnie, plus les problèmes sociaux et politiques. Est-ce que c'est seulement parce qu'il a des idées qui doit occuper le poste? Non, il a d'autres. J'essaie de donner cet exemple. Enfin, pourquoi? Parce que c'est la même chose, par exemple. Être un professeur, c'est beaucoup plus dangereux qu'être un pilote. Pourquoi? Parce que souvent un professeur qui va donner pendant toute sa vie des cours et des choses pour des milliers d'étudiants qui vont être les cadres de demain. Est-ce que c'est seulement parce qu'il a un doctorat, il a eu 16, 17, 18? C'est la même chose. Il y a d'autres aspects qui ne sont pas quantitatifs et qui sont beaucoup plus qualitatifs. Et c'est sur ça. Moi, je ne déteste pas ceux qui ont des 19 débats. C'est pas ça ce que je veux dire. Je dis que ce n'est pas le seul élément dans un travail qui compte beaucoup. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu. Peut-être une fois dans ma vie, 19. Mais le reste, c'était 10, 9, 11. C'est pour dire que moi je ne teste pas avec les personnes 19, 18, c'est très très bien. Sauf que je leur dis qu'il faut développer ce qui n'est pas possible, à côté de ce qui est quantifiable, de développer les autres aspects qui ne sont pas quantifiables. Et ce sont des aspects qui dépendent, c'est ce qu'on appelle le profil de la personnalité. Et ce profil se développe. Et on a encore le temps de le développer. Et c'est ce qui donne, beaucoup plus que la connaissance, c'est ce qui donne peut-être la compétence. Bien. Alors, la supervision selon Taylor, c'est dans le sens contrôle moderne. C'est au sens contrôle classique. Superviser. Et d'ailleurs, c'est la différence en français entre le verbe contrôler et le verbe superviser. Ça veut dire quoi superviser? C'est ce que j'ai dit, inspecter. Et inspecter parce qu'il y a des doutes, parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on croit que l'ouvrier est tricheur. Parce que dans la philosophie de Taylor, l'employé est paresseux, tricheur, menteur. Et donc on doit l'inspecter, on va vérifier après lui ce qu'il fait. Et c'est le sens de supervision qui a donné dans le domaine du travail un poste de superviseur. Superviseur, c'est quelqu'un qui suit l'ouvrier, les étapes de production d'ouvrier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance. Il vérifie qu'elle est bonne, après elle est. Et c'est pourquoi d'ailleurs il n'a pas mis un seul superviseur. Un système où il y a 4 contremaîtres. Ça veut dire 4 superviseurs. Qu'est-ce qu'un contremaître? Je l'ai expliqué, un contremaître, c'est un chef d'équipe ouvrier. Ce qu'on appelle chef de section ou chef d'équipe ouvrier. On appelle un contremaître. Et c'est lui qui doit contrôler ou superviser les membres de son équipe. Le contremaître supervise les membres de son équipe. Et 4 contremaîtres par fonction. Vous savez quoi? C'est pas 4 contremaîtres dans l'entreprise. Non. Par fonction. Je donne un exemple. Donc, pour un produit, il y a autorisation, il y a carrosserie, il y a peinture. Ce sont des fonctions. Et dans chaque fonction, il y a des opérations. Donc, par fonction, il doit y avoir 4 superviseurs. Donc, c'est le nombre de superviseurs dans l'entreprise.
dépend de notre fonction pour réaliser le produit de l'entreprise. Bien. Alors, quel est le rôle de chaque contrôleur? Ça, c'est important pour faire. Il n'a pas dit seulement 4 parce qu'il est le chiffre 4. Bon, c'est 4, ça veut dire en fonction de leur rôle. Le premier superviseur, chargé de l'inspection. C'est comme si on dit que la fonction publique, l'inspecteur. C'est l'inspection de chacun. Et l'inspecteur. Est-ce que le produit est mauvais? C'est dans un processus de production. Ah oui, À la chaîne. est-ce que le produit est de Les qualité? produits qui sortent se déplacent tout au long de la chaîne pour sortir sous forme de produits. Le premier qui est chargé de l'inspection, dans la fonction par exemple, dans un processus, il vérifie la qualité de produit fini, le produit du processus. Parce qu'il peut être un concours, il peut être un produit fini. L'essentiel, c'est qu'il veut vérifier, l'inspecter. Est-ce que tout est bon? Élément unité par unité. Et lorsqu'il trouve qu'il y a un défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il le place dans un panier. Il n'est pas quitté parce qu'il y a un panier pour les produits simples. Et il y a un autre panier pour les produits défectueux. Et c'est un deuxième superviseur. Le produit qui passe, Plus soit de bon qualifié, Chez qualité. le deuxième inspecteur est chargé de la réparation. Il voit est-ce que le produit est réparable sur place. Et le fait. Si c'est non, il va le déplacer vers le début de la chaîne pour qu'il soit réparé par les ouvriers. Ça veut dire qu'il doit, est-ce que le produit doit être détruit? Voilà, il doit prendre une décision. Cet inspecteur chargé de la réparation doit prendre une décision. Est-ce que le produit défectueux est réparable sur place? Il le fait. Sinon, il doit passer une autre fois dans le processus. Si c'est vraiment irréparable, il passe vers un circuit de destruction des produits. Vous voyez, c'est un deuxième inspecteur. Vous voyez que déjà d'ailleurs, il a soit de bonne qualité. parce que lui-même, il était déjà habillé, car les gens, c'est la notion du travail. C'est pas quelqu'un qui est venu comme ça, d'un domaine, qui n'a aucun travail pour téléviser. est-ce que le produit est de mauvaise qualité? Pas de la troisième inspecteur, le troisième inspecteur, elle est chargée de ce qu'on appelle la vitesse. Vous savez, une personne qui n'a aucun rôle que de chronométrer le temps. Vérifier est-ce qu'on est dans le temps, est-ce qu'on ne respecte pas la cadence standard. Parce que toute la politique d'entreprise dépend du temps. Le nombre de pièces réalisées par unité de temps. Et c'est cette personne qu'on ne trouve pas dans l'entreprise. Arrive, tu es encore là, tu dois faire plus. Haja, qu'est-ce que tu fais? Ça fait. On vous attend, on doit ici. C'est pas. Un langage, les inspecteurs chargés de temps. Un langage peut être abusif parfois. Pour eux, ils disent non, c'est comme ça que ça marche au travail. C'est pourquoi ceux qui ont déjà travaillé ou qui ont déjà vu un centre d'appel, ils vont dire oui, c'est ça. Déjà, il y a une façon de gérer les ressources humaines qu'on ne croit pas. Ce sont des ressources, on croit seulement que ce sont personnelles. Et c'est pourquoi le charge de vitesse peut dire n'importe quoi, il peut le dire n'importe quel moment, après n'importe quoi. Et c'est la façon de. C'est pourquoi, parce qu'un ouvrier, on voit le chargé qui est la vitesse et la cadence, mais généralement on l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il a le visage métallique. Ça veut dire qu'il peut dire, mais c'est son travail aussi. Parce que lui aussi, il a passé par cours, diplôme, etc. Peut-être lui aussi, mais c'est finalement pourquoi? Parce qu'il a le meilleur visage métallique de tous les autres. Il a le meilleur visage métallique. C'est-à-dire qu'il dit c'est le travail et je dois exécuter le travail tel qu'il doit être exécuté. C'est pourquoi nous expliquons pour les controverses. Il y a quatrième, il est cherché. Ça veut dire quoi? Un contrôleur, le quatrième, qu'est-ce qu'il contrôle? Il contrôle les contrôleurs. C'est un système très ingénieux. Chaque contrôleur a un rôle, et finalement, il y a un contrôleur de l'équipe. Ça veut dire, est-ce qu'un contrôleur n'est pas facile avec Snap, difficile avec est-ce qu'un contrôleur n'a pas de. Il n'y a pas des choses qui
ماشي في الله المعاني qui n'est pas normal. C'est le chargé d'équipe. Est-ce que le contrôle est facile كل فصيل ما حسنا Parce que dans un système ما نقولش 20 معاني où chacun contrôle l'autre, باش يعجبك c'est un système qui في الواقع permet la remontée de l'information à la direction. Vous savez, lorsque on est contrôlé, qui le contrôle est aussi contrôlé. Voilà, vous êtes contrôlé, dites attention, sinon je vais dire à votre contrôleur. C'est un système où l'information remonte vers l'ADG, la direction générale. Et lorsque l'ADG, c'est quoi la gestion? C'est quoi le management? Le management, d'une façon générale, c'est l'information. La meilleure personne informée, c'est le vrai manager. Supposons que vous avez un directeur et qu'il ne vous a rien, qu'il n'a pas d'information. Ce n'est pas question de diplôme, je parle d'information, il n'a pas d'information. L'information ne remonte pas. Et lui, c'est un directeur. Est-ce que c'est un vrai directeur? Non. C'est visuellement. Il a l'image du directeur. Mais le vrai directeur, ce n'est pas question de diplôme. C'est quelqu'un qui maîtrise l'information. Et les systèmes d'information. C'est pourquoi il y a une matière très importante. Système d'information. Comment faire remonter l'information de la base, de la source, vers le décideur. Il y a des canaux, disons, officiels, mais les canaux les plus importants ne sont pas officiels. Les canaux d'information les plus importants ne sont pas officiels. C'est pour dire que, quel est l'objectif de ce système? C'est que l'information sur le déroulement du travail arrive vers les vrais décideurs pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Vous voyez le système de Taylor? C'est pourquoi, lorsqu'on n'a pas bien étudié Taylor, on ne va pas apprendre à sa vraie juste valeur. C'est que c'est un système qui est division du travail, fait des tâches, fait un contrôle, etc. Que c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut gérer un État avec le système de Taylor. On peut gérer une maison avec le système de Taylor. Tout type d'organisation avec le système de Taylor. Bien sûr, il y a des limites. Quand même, c'est un système qui va. Très important. Alors, les quatre contre-maîtres, et nos opères concurrents, ça fait quoi? Il y a de la concurrence entre les superviseurs. C'est ce que j'ai dit. Chacun est contrôlé par l'autre. Et l'autre est contrôlé par les autres. Et comme ça, les uns contrôlent les autres. Voilà, donc, on a organisé le travail, premier principe pour le travailleur. On a choisi les travailleurs qui vont faire le travail en fonction de critères objectifs. Troisièmement, on a rémunéré les travailleurs pour rendement selon un système de salaire différenciel, aussi scientifique. Et finalement, on a supervisé le salaire contre le travail, contre le fait d'accepter la supervision. La supervision. C'est le système de Taylor. Je vous laisse. D'ailleurs, les limites des critiques de Taylorisme. D'ailleurs, c'était un sujet sur lequel on travaille souvent, les examens. C'est un sujet d'examen pour plusieurs fois. Les limites et les critiques de Taylorisme. Vous pouvez le noter, vous avez travaillé d'ailleurs chez vous sur ce sujet, les limites et les critiques de Taylorisme. Tout au long de ce qu'on a présenté, on a déjà parlé d'un certain nombre d'aspects des limites. Moi, je vous recommande de relire chez vous, les nouvelles, lire, essayer de comprendre doucement. Maintenant, vous avez les connaissances de base pour pouvoir s'adapter avec ça, comprendre, le lire, comprendre et le transformer sous forme de sujet. Je peux vous dire que le principal limite, déjà, le principal limite, le principal limite. Le modèle, Taylor, en fait, ne présente pas seulement une théorie, il présente un modèle de fonctionnement de l'entreprise. Lorsqu'on dit un modèle, pour lui, c'est un modèle idéal. Taylor, ce n'est pas une théorie, une simple théorie, mais c'est un modèle idéal, idéal. Ça veut dire, pourquoi on a dit que c'est un modèle idéal? Parce que pour lui, parmi les principes dont il a parlé dans sa philosophie, il croit au one espoir, le seul chemin possible qui existe pour réussir. Pour lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Le seul chemin qui existe pour la
réussite d'entreprise, c'est ce chemin. Soit on va le suivre et on va réussir, et si on ne le suit pas, on va réussir. C'est un modèle idéal. Je crois qu'il est déterministe d'ailleurs. Et c'est la base pour la première ligne, de la première critique de l'œuvre de Thaler. Pourquoi? Parce que on découvre de plus en plus qu'il n'y a pas un seul modèle bon dans la vie de façon générale. Il n'y a pas un modèle universel qui est applicable dans toutes les situations. Ce modèle n'existe pas. Que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans le domaine du comportement, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit dans, je dis, tous les domaines. Le modèle unique, universel, standard, applicable partout, et pour tout le monde, et dans toutes les situations, il n'existe pas. Tout est relatif. Ça, on doit en être conscient. Pourquoi? Enfin, je vous encore organise une entreprise au Maroc. Est-ce que c'est de la même façon qu'aux États-Unis? Est-ce que c'est de la même façon qu'au Japon? Je vous donne un exemple. Au Japon, d'après ce que l'on entend, il y a un taux de suicide professionnel plus élevé. Comment? Je me suis penché là-dedans. En conférence, et j'ai fait des constats. Le suicide, c'est un phénomène sociologique, c'est pour une famille sociologique, c'est ce qui vous intéresse. Et en raison, je me suis penché sur le suicide professionnel. Qu'est-ce que j'ai trouvé, par exemple? Que le taux de suicide au Japon est très élevé. Mais quel suicide? Professionnel. Le taux de suicide au Maroc est élevé. Mais quel suicide? Social, psychologique, sentimental. Tout ce qui est inutile. Et j'ai commencé à faire à rapprocher. Et dans le suicide professionnel, j'ai essayé par rapport aux écrits japonais, aux articles qui traitent de sujet, et j'ai trouvé que la plupart des fois, des travailleurs, des employés, des cadres, surtout des cadres au Japon, qui se suicident, parce qu'il n'a pas pu atteindre l'objectif. Seulement, il n'a pas pu atteindre l'objectif. La honte, ils sont là, c'est des débats. Il y a de ça. Et ils pensent, ils disent, qu'est-ce que je veux dire à ma femme sur mon travail? Je n'ai pas pu atteindre l'objectif de la journée de travail. Il y a un dossier qui attend, je n'ai pas pu le terminer. Il y a mon entreprise dans laquelle je travaille en train faire la ruine, faire la faillite. Et je n'ai pas pu la sauver. C'est l'entreprise qui travaille. Il se suicide. Il y a un entraîneur de l'équipe du Japon qui se suicide. Pourquoi? Parce que son équipe n'a pas gagné. Et c'est lui le responsable. Il dit que c'est moi le responsable, je n'ai pas fait tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire la réussite de l'équipe. Et j'ai pensé à faire des comparaisons. Donc, par exemple, chez nous, dans tous les pays du Sud, vous pouvez trouver un responsable qui n'a rien fait, qui est lui le responsable de tous les échecs. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai fait, on va faire. C'est fort déjà. Et il faut continuer dans ce qu'il fait. Il prépare déjà le salaire de l'État 2020. Dans le plan global de 2015-2020, parce qu'il sait que par mois, il a, je sais pas, 50 millions à 60 000 civils. Donc, c'est pourquoi j'ai comparé. Je dis que certaines personnes, parfois, entre guillemets, ce que je dis, certaines personnes, pourquoi? Parce que, il ne sert à rien, entre guillemets. Bien, en tout cas, c'est pour parler de façon générale, dans le politique, dans le sportif, en vrai, là où il y a exploit. Parce que qui doit diriger ces domaines? Pas n'importe qui. C'est pourquoi on accepte les grands salaires. Pourquoi on accepte les grands salaires? Parce qu'il doit être un vrai dirigeant. Profil, compétence, savoir motiver les personnes, savoir les diriger, coacher. C'est pas n'importe qui peut le faire. C'est pourquoi je dis tout à l'heure. Quelqu'un peut avoir des notes, des 19 et des 20 dans tout son parcours. Mais c'est fait seulement pour lui. Comment diriger l'autre? On ne sait pas. Il n'a pas développé ce profil. Comment faire diriger, assumer la responsabilité du travail? C'est pas mon affaire, je dois être. Donc quelqu'un pendant toute sa vie, il n'y a eu que des mentions très bien.
il est responsable de la service. Vous savez là, et il fait très bien son travail, disons, officiel, professionnel. Et un jour, parce que c'est le travail, c'est la vie, il y a la santé dans l'entreprise. Le feu, il y a le feu, il y a la santé. Et supposons que cet individu est une femme, ou quelqu'un qui ressemble à une femme. Et il y a le feu. Et il voit le feu de la fenêtre. Et il n'a pas étudié ça. Il n'a pas eu de module par rapport au feu. Il va commencer à vérifier dans son répertoire de mémoire. Cours feu, cours incendie, et il n'a pas, parce qu'il a eu en 19, on se trouve. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez le décalage par rapport à ce que l'automatique est un domaine qui peut paraître bon, agréable, mais la réalité c'est un peu différente. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Enfin, la majorité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, sauter de la fenêtre, se casser chercher à quelqu'un de professionnel. C'est rare. Ça peut être 5 personnes sur 1000, dans toute la société. Il va d'abord informer les autres. Il va, tant qu'encore il est à côté de son téléphone portable, appel de détresse. Et tout en courant, il l'appelle, etc. Il appelle sa femme, là pour n'importe quel extérieur, pour appeler les pompiers, il y a un problème, etc. Il peut appeler n'importe qui. Et en même temps, tout en appelant, l'heure pour dire qu'il y a le feu, et dit suivez-moi les cieux de secours, prévu pour ça, donc tout doit être organisé, même la fuite, doit être organisé, même la mort doit être organisé. Vous voyez les animaux, parfois, ils décident de se réunir ensemble pour mourir ensemble, carrément organisé. C'est pas comme chez nous, c'est pas comme les êtres humains. Les humains ne sont pas assez organisés dans leur vie et dans leur mort. Voilà. C'est pourquoi ils peuvent mourir n'importe où. J'exagère, c'est assez. Ce que j'essaie de dire, qu'est-ce qu'on apprend avec l'organisation? Il y a un système, et que ce système doit être le plus fluide et le plus organisé possible. Pourquoi je dis ça? Parce que l'une des limites de Taylorisme, c'est qu'il croit qu'il y a un seul modèle, un seul chemin. Et ce chemin, c'est ce qu'il faut suivre. Or, la réalité, c'est non. Chaque contexte implique une méthode. Chaque situation implique action, une réaction. Donc on ne peut pas trouver une action valable pour toutes les situations. On ne peut pas trouver un modèle qui peut répondre à tous les problèmes. C'est comme si on dit on ne peut pas trouver une solution qui est valable à tous les problèmes. C'est vrai. Alors que, selon Taylor, il y a une seule solution à tous les problèmes de l'organisation. Et cette solution, c'est la sienne. Voilà. Ça, c'est la première limite. Le fait de croire one best way, au modèle idéal. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est les autres limites, c'est que la conséquence de l'organisation de travail de Taylor, c'est le travail répétitif. Parce qu'il y a division de travail, en opération, en tâches, en gestes, et que l'ouvrier doit être spécialisé dans un nombre de gestes très très limité, très précis. C'est quoi le problème? C'est que l'ouvrier fait un travail répétitif, comme on l'a dit. Et avec le travail répétitif, il a des conséquences. La routine, perte de motivation, perte de concentration et accident de travail. Et quatrièmement, c'est important pour aujourd'hui, et défaut de qualité dans le produit. Parce que lorsqu'on perd de concentration, qu'est-ce qu'on a dit? Quelles sont les conséquences de la perte de concentration? Deux, soit accident de travail, soit défaut de qualité. On fait n'importe quoi. L'essentiel, il faut faire passer les produits qui passent pour toute la chaîne. Donc voilà les conséquences d'un travail répétitif. L'objectif en plus, dans la gestion des ressources humaines, la gestion du personnel. Quelles sont les limites de ce modèle? La rémunération selon le système différentiel, elle crée la frustration. Parce que les gens ne sont pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. On est différents. C'est dans notre façon de faire le travail, est-ce qu'on est les mêmes? Dans notre façon de préparer le cours et les examens, est-ce qu'on a les mêmes méthodes, la même chose? Est-ce qu'on peut standardiser, dire que ça doit être de telle façon, et cette façon doit être appliquée à tout le monde? On va le faire, parce que sinon, chacun il a ses propres spécificités, ses propres capacités et ses propres méthodes. C'est ce qui est tout à fait normal. Et supposons qu'on impose la même méthode de
travail à tout le monde. Ça va être l'échec généralisé. Deuxièmement, par rapport à ce problème de travail, le fait de créer un système de salaire qui est très concurrentiel, qui crée de la concurrence, c'est frustrant. On l'a dit tout à l'heure, il peut créer la jalousie professionnelle entre les ouvriers. Et ce système n'est pas dans l'intérêt des ouvriers, les employés n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ça va être contre-productif. C'est comme si, pour comprendre ce système, on s'attendait à ce que ce système rapporte la productivité, mais finalement va être contre-productif. Je vous donne un exemple. Supposons que vous avez la phobie des chiens. La phobie, quelqu'un qui est trop peur des chiens. Mais d'habitude, il court très bien, la personne. Il court très bien. D'habitude. Supposons qu'il y a 3 ou 4 chiens, pas n'importe quel chien, agressifs, et qui vous entourent tous les coins, et qui ouvrent leur gueule, pour mordre. D'habitude, vous courez normalement. Votre vitesse peut atteindre 25 km/h. D'habitude. Ce jour-là, la concurrence, il y a est-ce que vous allez courir à 25 km/h? Peut-être dans les pieds vont rester attachés à la terre. Est-ce que c'est physiquement? Il a la possibilité de faire. Mais parce qu'il y a cette frustration, il ne peut plus le faire. Alors, je me rappelle lorsque j'étais étudiant, il y avait les spécialistes pour faire calmer les étudiants, lorsqu'ils ont le son sombre, enfin le son le froid, le son chaud, et ils les calment. Je me rappelle, j'ai vu un de mes camarades à l'époque, un des étudiants, voilà, qui est tombé tout seul. Alors, il est costaud, il est solide, il fait du sport, il est très très bien. Et pourquoi? Parce que c'est pas physique, c'est psychologique. Pourquoi il est tombé tout seul? Parce qu'il a vu les autres en train de courir avec leur bâton vers lui. Et il n'a rien fait, seulement il est tombé. C'est inconscient. C'est quoi tous les coups par la suite qu'il a fait? Il n'a rien senti. Je lui posé la question par la suite. Est-ce que tu as senti? Je lui ai dit, heureusement, je n'ai rien senti. C'est très très bien. Voilà. Ce n'est que par la suite qu'il a eu le bras cassé, mais sur le coup, il n'a rien senti. C'est pour dire quoi? Parce qu'il y a la frustration. On perd certaines de nos capacités. Parce qu'il y a trop de concurrence, trop de pression. On devient contre-productif. La concurrence, elle est bonne, à une certaine limite, à un certain plat. Parce que si ça dépasse nos limites, deux conséquences. Soit on va perdre quelques-unes de nos capacités, soit on va être trop jaloux, et cette jalousie maladive qui va nous pousser à casser le travail des autres. Casser les autres. On va casser toute l'usine. Est-ce qu'on n'avait jamais vu qu'il y a des ouvriers qui peuvent mettre le feu à l'usine, seulement par jalousie? Ou qui peuvent casser les machines? Je vous donne des exemples. J'ai vécu. Des ouvriers qui mettent des pierres, des morceaux de pierre dans la machine. Pourquoi? Pour casser la machine. Mais pourquoi? Pour qu'ils ne travaillent pas. Pour 1 heure ou 2 heures de travail. Vous savez, ces pierres que vous avez à la machine, parfois des machines à 100 millions, 80 millions. On perd la machine parce que quelqu'un ne veut pas travailler tranquille. Vous voyez, je ne pense pas. Ils s'en foutent pas. C'est pour dire que, enfin, il n'y a pas un modèle idéal. En plus, la routine et la répétitivité, la pression, et crée une situation où l'ouvrier peut devenir agressif et crée l'individualisme. Pourquoi l'individualisme? On ne pense pas au rendement de l'équipe. D'ailleurs, on ne travaille pas sous forme d'équipe. On pense au rendement individuel, parce que mon salaire dépend de mon rendement, du nombre de pièces que je produis, indépendamment des autres. Et c'est pourquoi ça crée un système individualiste. Et c'est le problème, défaut de qualité. Et deuxièmement, il crée ce qu'on a déjà parlé, ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, un système de jalousie, de concurrence qui n'est pas productif, qui est au contraire contre-productif. En tout cas. Donc, suite, on peut ajouter notre limite par rapport à aujourd'hui. La jeunesse. Donc, le système d'ailleurs, on ne peut plus l'appliquer à 100% aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la jeunesse qui travaille aujourd'hui dans les entreprises n'est pas la même que la jeunesse du début des années
XXe siècle, en 1900. Pourquoi la jeunesse, j'allais dire le sang, pourquoi vous êtes différents? Parce que la jeunesse, nous, la génération de Taylor, et nous, la génération de management moderne. Enfin, en quoi la jeunesse est différente? Elle est différente parce qu'il y a une aversion vers le travail physique. Maintenant, personne ne veut faire un travail physique. Supposons que vous dites à votre maman, maman, je vais travailler dans une entreprise. C'est très bien. Qu'est-ce que vous dites à votre maman? Tu es directrice, tu es directeur, vice-directeur, marketing, production, etc. Non, maman, je vais être chauffeur. Il va être étonné, choqué même. C'est comme si ce n'est pas un travail, c'est crime, j'anime, etc. Qu'il faut, etc. C'est parce que la jeunesse d'aujourd'hui, on a l'aversion vers le travail physique. Comme si c'est le travail physique qui pose problème. Comme si ce n'est pas ça le travail pour lequel on est formé. Mais si tout le monde refuse de faire le travail physique, mais qui va travailler à votre place? Il faut se poser la question. Parce que, généralement, qui va travailler? C'est pourquoi, un jour, on va assister à ça. Vous allez dire à ça après moi. Vous allez le vérifier d'ailleurs. Un jour, quel est le problème? On va, les travailleurs qui ne font pas un travail physique vont avoir un salaire très réduit. Et les plombiers, les menuisiers vont être rares. Et la rareté crée de la valeur. Et un plombier, qui prend, bonjour, qui utilise le stéthoscope comme le médecin. Un problème là, un problème là. 500 dirhams, plus les frais, etc. pour faire la facture. Après, on va laisser 500 dirhams pour 1 heure ou 2 heures de travail. Et quel fonctionnaire va avoir ce système de rémunération? Personne. Vous avez compris? Les autres vont avoir le prestige du bureau, s'asseoir sur un bureau. Les autres vont avoir le prestige de l'argent. C'est pour dire on va assister à ça, parce que personne ne veut faire un travail physique. C'est pourquoi ce système, il était valable pour une jeunesse qui acceptait le travail physique. Travail pénible, travail dur. Aujourd'hui, le temps a changé. La jeunesse, j'ai déjà vu des ouvriers avec leur iPad, leur iPod, leur iPhone, leur iPhone, etc. C'est en train de travailler avec les écouteurs. Ça vient d'une autre génération. Je ne critique pas, mais c'est une autre génération. Un autre monde. Dans le temps, on n'avait aucune honte à sortir avec les abyssales de travail directement. Le travail, je ne sais pas, c'est pas. Quand j'en dis attention, un ouvrier ne sort de travail après avoir. Je veux dire, c'est un homme, c'est proche de maquillage, etc. Après le travail, parce qu'il doit sortir comme s'il était la NASA, alors qu'il était dans un travail. Parce que ça, il y a une aversion vers le travail. Et le travail physique, il est mal vu, en général. C'est pour dire que ce système est plus valable avec ce genre d'ouvrier, avec ce genre d'évolution. Bien. Je vous laisse d'ailleurs découvrir encore plus et approfondir ce type l'idée de critique du taylorisme, alors qu'on va passer à l'organisation. La deuxième théorie, donc, c'est approche, l'organisation administrative de travail. OAT, organisation administrative de travail. Alors, une deuxième théorie, un deuxième auteur, c'est Fayolle. Rapidement. C'est Fayolle maintenant qu'on va essayer de comparer par rapport à Taylor, qui va nous donner la possibilité de comparer les deux théories. C'est un Français. Taylor est un Américain. Aux États-Unis, c'est là où il y a eu l'apparition des premières entreprises. En France, c'est là où s'est développée la théorie administrative. Et l'origine et l'importance de ce qu'on va dire par rapport à cette théorie. C'est un élève de l'école des mines de Saint-Étienne qui va sortir de cette école comme ingénieur. Donc Fayolle n'a jamais fait un travail d'ouvrier.
c'est un étudiant qui va obtenir son diplôme, qui va occuper un poste de responsabilité dans l'entreprise, de sa famille. Donc c'est un chemin, c'est comme un chemin tracé, son grand problème. C'est pourquoi d'ailleurs ça théorie. Lui, toute sa famille, ils sont des dirigeants, des patrons. Dans sa famille, il n'y a pas d'ouvrier. Lui, il n'a jamais été un ouvrier. C'est pourquoi sa théorie n'est pas destinée aux ouvriers. Parce que lui-même ne connaît pas le travail de l'ouvrier. Sa théorie va être destinée aux administrateurs, aux dirigeants. Et d'ailleurs, l'administration, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on dirait aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui management. Voilà. Pour lui, c'était en français, à la base, le management, c'était quoi? C'était l'administration, qui a donné ce qu'on appelle les sciences administratives. Donc, il a 19 ans, il est déjà ingénieur. Vous voyez qu'on ne traite que des personnes exceptionnelles et des techniques exceptionnelles. 19 ans, déjà, elle était ingénieure. Et il va intégrer le travail. 19 ans, 20 ans. Et il va se marier à 44 ans. Professeur. Classe. Parce qu'à 19 ans, il n'est pas encore prêt. Il doit tracer son chemin, son parcours. Il doit préparer sa vie. C'est un autre monde. C'est un monde duquel on doit s'inspirer. Parce que, voilà, chez nous, il y a une autre mentalité. Voilà. Alors que lui, il dit, si on lui pose la question, il dit, je ne suis pas encore prêt. Bon, tu es directeur, tu es ingénieur, non, je ne suis pas encore prêt pour la responsabilité. Ce n'est pas question d'argent. C'est pas quoi, c'est ce qu'on confond. On a de l'argent, on est prêt seulement pour gaspiller de l'argent. Mais quand est-ce qu'on est prêt? On est prêt parce qu'on a le sens et il y a des personnes qui ne peuvent jamais être prêtes. Ça veut dire quoi? Ils doivent rester tranquilles. Ils doivent rester tranquilles. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre normalement, tranquillement, seuls. Parce que la responsabilité, attention, je le dis, je le répète, la responsabilité, c'est pas question de diplôme, c'est pas question d'argent, c'est question de. Ça se passe par ici. On peut. Enfin, c'est autre chose. Et la même chose au niveau du travail, au niveau du côté professionnel. On peut trouver un adolescent de 14 ans qui a le sens de responsabilité beaucoup plus par rapport à quelqu'un qui a 30 ans, à 35 ans, ça ne dépend pas aussi de l'âge. Ça ne dépend pas du diplôme. Ça dépend, le sens de la responsabilité, c'est tout à l'heure, lorsque je vous dis, il y a l'incendie. Et qu'est-ce que vous allez faire, même si vous avez 60 ans? Enfin, chacun doit être sincère avec lui-même, dire quel est mon comportement normal. C'est seulement pour évaluer son degré de responsabilité. Et dire, voilà le sens où je dois travailler. Parce que c'est pourquoi d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis ou au Japon? On fait des simulations. Simulation de quoi? Séisme, incendie, inondation. C'est quoi simulation? On crée les conditions pour. C'est comme s'il s'agit d'un séisme. Et on montre aux citoyens qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est ce qu'on appelle le travail de simulation. C'est la vraie formation. Et parce que sinon, heureusement qu'on n'a pas trop de séisme, heureusement qu'on n'a pas trop d'inondation, parce que. Voilà. Et il devient directeur de l'entreprise après avoir travaillé en 1966. Donc il est directeur à 25 ans. Je le répète, derrière toute théorie importante, il y a un auteur important. Et derrière toute théorie importante, il y a une problématique très intéressante, à laquelle on essaie de trouver des réponses, des éléments. Ce sont les éléments les plus importants dans sa carrière. C'est ce passage rapide du monde des études vers le monde de management et de la direction. Un passage rapide. Et là, en fait, il faut reconnaître qu'il avait toutes les conditions pour permettre ce passage. C'est l'entreprise de sa famille. Il avait toutes les conditions qui étaient faciles. Mais le plus important, c'est qu'il a profité de ça pour développer une expérience qui va lui permettre par la suite
d'être l'auteur de cette théorie. Il publie un livre, un ouvrage quant à eux. Comment il l'appelle? Administration industrielle et générale. Ça veut dire, c'est autrement dit, le management des entreprises industrielles, le management général. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce livre? Il reprend son expérience professionnelle. Il dit que pour diriger cette entreprise, on va trouver tel problème. Et pour ce problème, on va trouver telle solution. Et pour tel autre problème, on va trouver telle autre solution. Et finalement, il dit que c'est lui qui le dit, que dans la gestion, après 40 ans de travail, en tant que directeur, j'ai trouvé que la meilleure façon pour faire le management, pour diriger, c'est qu'il faut prévoir, réfléchir avant d'agir. Lorsqu'on agit, il faut contrôler pour réagir. Et il a transformé ça dans un cycle. Prévoir, organiser, commander, contrôler, etc. C'est pour dire que c'est sur la base de son expérience. Et d'ailleurs, si on est en train d'étudier maintenant toutes ces techniques de management, d'organisation, c'est grâce à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui le premier, en 1916, qui a recommandé l'enseignement de ces techniques, de ces théories d'organisation et de management. Avant lui, il n'y avait pas d'enseignement dédié au manager, il n'y avait pas d'enseignement de management, d'organisation. Qu'est-ce qu'il y avait? Enseignement d'ingénierie. Soit qu'on était à l'ingénierie, soit au niveau de la médecine, soit la chimie, soit la biologie, soit la géologie, soit l'histoire, soit la littérature. Il n'y avait pas d'enseignement de tout ce qui concerne l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a une croyance classique. Toutes les formations ont des spécialistes. Le médecin, qu'est-ce qu'il peut faire? La médecine. Le chimiste, qu'est-ce qu'il peut faire? La chimie. Le littéraire, qu'est-ce qu'il peut faire? La littérature. Sauf l'ingénieur. Il peut faire tout. La littérature, la médecine, j'exagère. C'était la conception classique. L'ingénieur, c'était l'homme tout-terrain. L'homme tout-terrain. C'est pourquoi, même, est-ce que l'ingénieur peut être militaire? Oui, en quelque sorte. C'est quoi ce que j'appelle réserve? Ingénieur. C'est la conception classique. C'est pourquoi, qui dirige jusqu'à présent la majorité des entreprises marocaines, surtout les offices, les professionnels publics et les banques? Les ingénieurs. C'était les conceptions. L'ingénieur, c'est l'homme tout-terrain. Il ne dit pas je ne peux pas. Il n'a pas le droit de dire je ne sais pas. Il n'a pas le droit de dire je suis fatigué. C'est pourquoi un diplôme d'ingénieur était spécial et spécifié à certaines catégories de personnes. Et c'est pourquoi le système français, on les fait passer, je ne sais pas, peut-être même au Maroc, on commence à faire ça. Ils doivent passer par un système presque militaire et avant, ce qu'on appelle les classes préparatoires, et c'est infernal, rien que des mathématiques, le chimie très technique, etc. Mais finalement, dans son travail d'ingénieur, il ne va jamais utiliser ça, il ne va jamais l'utiliser, etc. Mais finalement, mais pourquoi? C'est seulement parce qu'il doit souffrir, parce que c'est en souffrant qu'il doit développer une capacité et qu'on va éliminer ceux qui ne peuvent pas souffrir. C'est théologie classique, une façon avec laquelle on préparait les futurs. Je suis passé par ça, c'est quoi je connais. D'ailleurs, les premières années à la fac, j'ai enseigné les mathématiques. Parce que j'étais, je ne suis pas comme vous, vous êtes spécialiste dans le domaine beaucoup plus que moi. Je ne suis pas spécialiste. Mon desktop, je ne fais que. Alors que vous allez être des vrais spécialistes. Alors que moi, j'ai été parachuté de l'informatique, la programmation, les mathématiques, la direction, etc. Et je suis tombé j'ai étudié l'organisation lorsque j'étais mon parcours d'études. En tout cas, c'est pour dire que c'était une conception classique. Et Fayol est issu de cette conception classique. L'ingénieur.
qui peut penser tout, qui peut réfléchir tout, qui peut faire n'importe quel type de travail. Bien. Maintenant, la problématique, ce qui nous intéresse le plus. On dit derrière une théorie importante, il doit y avoir une problématique importante. Pour Taylor, c'était quoi? Comment organiser le travail de l'ouvrier? Taylor, le travail de l'ouvrier. Maintenant, on s'intéresse au travail de dirigeant, manager, pas au travail de l'ouvrier. On s'intéresse au travail du dirigeant de façon générale, ce n'est pas seulement le directeur. Tous les managers, toutes les personnes qui dirigent dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? On sait à partir de Taylor comment faire le travail de l'ouvrier. À partir de Taylor, avant, on ne disait rien sur comment un dirigeant doit faire son travail, quel est son travail, quelle est la nature de son travail. Vous ne savez pas. C'est Fayol le premier qui nous dit voilà le travail du dirigeant. Voilà ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Il a organisé le travail du dirigeant. Taylor a organisé le travail d'ouvrier. Et pourquoi je fais cette comparaison? Parce qu'il y avait un sujet d'examen, comparer les théories de l'approche classique. Comparer, attention. Je dis maintenant parce qu'on va commencer le travail. Vous allez commencer. Attention, comparer. Elle commence. Taylor, elle était un apprenti, elle était etc. Les principes 1, 2, 3, 4, 5, conclusion. Deuxièmement, l'OAT, pas les modalités, et l'organisation, et les fonctions, etc. Non, ça c'est pas comparé. Ça c'est pas comparé. Quelqu'un qui traite le sujet de cette façon, c'est un sujet de 1 sur 20. Parce qu'il n'a pas traité le sujet. C'était quoi le sujet? Comparer. Par exemple, comparer rien que le profil des deux auteurs. L'autre a souffert avant de devenir ce qu'il est devenu. L'autre avait un parcours plus facile. L'un avait déjà le travail de l'ouvrier. L'autre n'a jamais fait un travail d'ouvrier. L'un était ingénieur à 19 ans. L'autre, à 19 ans, n'était qu'un apprenti mécanicien. Il était obligé de poursuivre ses études par la suite pour pouvoir devenir par la suite un ingénieur. Vous voyez déjà le parcours, un parcours différent, implique une personnalité différente, implique même un œuvre qui n'est pas le même. L'un était américain, Taylor, l'autre était français. Et c'est en France que se sont développées les sciences administratives. C'est pourquoi là, il a pensé à l'organisation du travail de l'ouvrier, l'autre à l'organisation du travail de l'administration. L'administration au sens de management, par exemple. Bien. Donc, quelles sont les activités qui composent la fonction d'administration? Donc, comment améliorer l'efficacité du travail? C'est le premier acte de la fonction. Et quelles sont les activités de la friction, c'est-à-dire de la fonction administrative? Ça veut dire un dirigeant, quelles sont ses activités? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est comme si on vous dit, pour faire le management, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, en résumé, à quoi s'intéresse cette théorie. C'est pourquoi, puisqu'on parle de fonction administrative, une fonction administrative, c'est que dans l'entreprise, il y a d'autres fonctions. C'est pourquoi on doit connaître d'abord les fonctions de l'entreprise et de s'intéresser plus particulièrement à la fonction administrative comme étant une composante des fonctions de l'entreprise. Donc les fonctions de l'entreprise. Donc c'est d'ailleurs Fayol qui va parler de ça de façon explicite pour la première fois. C'est que le travail global que l'on a à l'entreprise doit être décomposé en fonctions. C'est aujourd'hui, on étudie qu'il y a la fonction de production, fonction commerciale, fonction ressources humaines, fonction logistique. Le premier qui a parlé de ça, c'est Fayol, au début de la siècle. Quand on trouve que c'est normal, alors que avant, c'était une innovation dans la matière, et c'est Fayol qui a innové cette façon de décomposer l'entreprise en fonctions. Et pour lui, dans toute entreprise, Fayol, il doit y avoir 6 fonctions. Vous voyez aussi le déterminisme. Il n'a pas dit que le nombre de fonctions est relatif en fonction de l'entreprise, en fonction de sa taille, en fonction de son activité. Que le nombre de fonctions de l'entreprise doit être au nombre de 6. C'est pourquoi il est classé la théorie dans l'approche classique. Qu'est-ce qu'on classe dans une approche classique? Toute théorie déterministe qui cherche un modèle idéal.
et les classer. Toute théorie relativiste ou relative, on doit les classer dans des approches modernes. Vous dites, c'est quand quelqu'un vous dit, je pense que dans telle situation, on peut faire ça. Dans telle situation, pas on doit faire, on peut faire ça. C'est valable seulement dans cette situation. Ça, c'est l'approche moderne. Et c'est pas. Chacun de nous a une approche sans le savoir. Supposons que quelqu'un, une femme qui dit à son mari, tu sais, je suis comme ça. Je vais rester comme ça. Si tu le veux, non. Je suis la femme de ma vie. Qu'est-ce qu'on va dire? Quelle approche de ma vie? Merci. Idéal. Loin de soi. Le seul chemin possible. Qu'est-ce qu'il croit, elle? Que la personnalité. N'est-ce pas la personnalité? Elle a la tête d'étude, pas stress. Idéal. Mais quelqu'un qui a une approche moderne, une approche comportement moderne, peut-être que je suis comme ça. Je suis un être humain. J'ai mes faiblesses. J'ai mes avantages, peut-être. J'accepte de se développer lorsque je vois l'intérêt du développement. Et je vais faire mon possible pour être meilleur. Il y a les approches modernes pour les uns ou pour les autres. Mais on ne le dit pas seulement, mais on doit croire ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que lorsque quelqu'un nous rappelle qu'on a des faiblesses, est-ce qu'on doit s'énerver? Si on a l'approche moderne, on ne s'énerve pas. Mais c'est quelqu'un qui n'accepte pas la critique, qui n'accepte pas être ici. Il s'énerve, il est très bon. C'est qu'il est très classique, beaucoup plus que les classiques. Alors que le temps, on ne l'a pas vu. Il faut s'ouvrir. C'est qu'on dit, personne ouverte, cette personne-là, capable d'accepter. Et même si je ne suis pas d'accord, vous dire merci pour la critique. Vous voyez, merci, ça donne déjà un esprit très classique. C'est une qualitative qui n'est pas seulement, n'est pas liée au temps, l'histoire, 1900, 1916. L'approche classique, nous vivons l'approche classique, c'est beaucoup plus lié à une conception que lié au temps de l'histoire. Bien. Donc, quelle que soit sa taille de son activité, le nombre de fonctions, on a dit que c'est le nombre de 6. Quelles sont ces fonctions? La fonction technique. C'est quoi la fonction technique? C'est la fonction de production. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fonction de production en entreprise. Ou on appelle aussi la fonction technique. C'est normal, vous avez étudié votre produit. Et tout l'effort de production doit être situé dans cette fonction de production, fonction technique. Deuxième fonction, c'est la fonction commerciale. C'est aussi normal. On produit pour vendre. Il doit y avoir des vendeurs, une équipe de vente, ce qu'on appelle la force de vente, qui doit se charger de la vente et de la distribution de produits. Et la fonction financière, comptable et financière. Alors, la fonction comptable s'occupe de l'enregistrement des opérations, alors que la fonction financière, et vous faites de la gestion financière, je pense, quel est le rôle de la gestion financière? C'est quelqu'un vous dit à quoi sert la gestion financière? La gestion financière, tout simplement, cherche à l'efficience de l'utilisation des ressources financières. Deux, c'est le responsable financier cherche les capitaux et les ressources nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise et pour les investissements d'entreprise. Voilà le rôle d'un financier. Il gère les ressources qui sont efficientes, etc. Deuxièmement, il cherche les capitaux et les ressources nécessaires pour le fonctionnement et les investissements. Et il doit y avoir une fonction financière et comptable, la fonction comptable et la fonction de sécurité. Vous voyez que le facteur était pionnier, précurseur, initiateur. Personne à l'époque ne connaissait ce qu'on appelle sécurité. Enfin, sécurité dans l'entreprise. On ne savait pas. On ne pensait pas. C'est quoi la fonction de sécurité? C'est une fonction qui n'a aucune relation avec les opérations, avec la production et avec la vente. Mais des personnes chargées seulement de la sécurité, avec un responsable et des agents de sécurité, et maintenant avec les caméras de surveillance et tout ça. C'est maintenant. Donc lui, il pense que ça, c'était le début du XXe siècle, 1916. Il dit que dans l'entreprise, il doit y avoir une fonction de sécurité. Quand est-ce qu'on a implanté dans l'entreprise marocaine la fonction de sécurité? Vers le début des années 2000. Alors que lui, il a rencontré déjà en 1916. Un décalage d'un siècle, parce qu'au Maroc, comme en Europe, on
on n'avait pas ces fonctions de sécurité comme on les voit aujourd'hui. Je me rappelle, lorsque j'étais étudiant, il n'y avait pas de sécurité. On rentre dans une banque, on ne trouvait pas parfois, personne ne mettait la main. L'argent des autres. Mais maintenant, il y a un changement. Moi, je dis les jeunes d'hier ne sont pas les jeunes d'aujourd'hui. Il y a un changement. Et maintenant, on croit beaucoup plus à l'argent facile. On est adepte de l'argent facile. La jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle cherche? Enfin, de façon générale, l'argent facile. Voilà. En tout cas, c'est pour dire que c'est pourquoi on a besoin de fonction de sécurité. Quel est le rôle de la fonction de sécurité? Protéger, je ne veux pas être diplomate, je veux dire, comme fait la vie. Protéger le patrimoine d'entreprise, ça c'est un patrimoine, équipement, capital, construction, machines, et protéger le personnel. C'est deuxième en termes d'importance. D'après Fayol, quel est le rôle? C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Quel est le rôle de la fonction de sécurité? Protéger le patrimoine de l'entreprise. Et deux, protéger le personnel. C'est le rôle de la fonction de sécurité. Mais nous, ce qui nous intéresse, pas les autres fonctions. Parce que toutes les autres fonctions, vous les avez étudiées, soit au niveau marketing, soit la production, la gestion de production de la qualité, soit au niveau de la gestion financière, ou de la fonction comptable, tout ça, ce qui nous intéresse, c'est la fonction administrative. C'est-à-dire comment diriger, comment faire le management. C'est la question à laquelle Fayol a essayé d'apporter des éléments de réponse. Voilà en tout cas les 6 fonctions. Et nous, ce qui nous intéresse, les activités de cette fonction administrative. Et voilà ce qu'il y a. Prévoir, organiser, commander et contrôler. Commander, contrôler, contrôler. Ça veut dire un dirigeant discipliné, prévision. Ça veut dire quoi, prévision? Ça veut dire scruter l'avenir. Prévoir, c'est scruter l'avenir. Ça veut dire essayer de lire l'avenir, essayer de comprendre ce qui va se passer, pour anticiper, pour prendre des décisions. C'est quand quelqu'un vous dit il va faire froid. C'est une prévision. Demain, il va faire froid, par exemple. C'est une prévision. C'est quoi l'action? Il organise quoi? Une activité commerciale. Il achète des parapluies. Pourquoi? En fonction de quoi? De sa prévision. Et il sort demain, à 8h30, il sort avec ses parapluies. 10 ou 15 parapluies qu'il a acheté à 15 dirhams, qu'il va vendre à 30 dirhams. Il va sortir, il va revenir à la maison, il a 300 dirhams, il les 10. Sur la base de quoi? Sa capacité à scruter l'avenir. Il y a toujours un risque. Ça se peut que la ne peut pas, mais il a fait déjà l'effort nécessaire. C'est toujours toute activité commerciale qui est basée sur la prévision. Scruter l'avenir, peut-être essayer de connaître ce qui va se passer, pour anticiper ce qui va se passer, pour organiser des actions et profiter de ce qui va se passer. C'est l'action d'entreprise. Bien. Prévoir, organiser en fonction de ce qu'on appelle organiser les moyens pour profiter des opportunités qui peuvent être offertes au l'environnement. Et commander, ça veut dire commander, ça veut dire diriger les employés, donner des ordres, que les autres employés, enfin c'est comme lorsqu'on dit à quelqu'un, tu dois produire ça de cette façon, et tu dois faire ça et ne pas faire ça, et ça commander. Est-ce que c'est suffisant pour diriger? Non, on doit assurer ce qu'on appelle la coordination. Ça veut dire chercher l'harmonie. L'harmonie, c'est très important. Pour comprendre c'est quoi l'harmonie et l'importance de l'harmonie dans l'action collective. Lorsqu'on fait l'action individuelle, le problème de l'harmonie ne se pose pas. Et lorsque l'action est collective, plusieurs personnes qui doivent travailler ensemble pour réaliser un objectif unique. L'harmonie s'impose. Parfois, s'il y a échec, c'est par manque d'harmonie. La réussite des économies, la réussite des entreprises et des pays même, c'est par l'harmonie. Par exemple, supposons qu'il y a un orchestre. Dans cet orchestre, il y a 20 musiciens. Et on donne à chaque musicien un instrument de musique.
Et on leur dit, allez, commandez, jouez. Qu'est-ce qu'ils vont jouer? Sur quelle base? Sur quel rythme? Sur quel critère? Quelqu'un veut jouer un chat, il ne sait même pas jouer, il va faire, etc. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Et supposons, comme à la tête de cet orchestre, un dirigeant, avec le profil, c'est quoi qu'est-ce qu'on voit? Les approches classiques de la musique, qui donne la musique classique, qui déterministe. Parce que même la musique classique, on est déterministe, on dit, la musique c'est ça. Les autres musiques, c'est rien. Et il a l'approche classique, qu'il n'y a qu'une seule façon d'écouter la musique, et cette façon, c'est classique. C'est l'approche classique. Ça, c'est le déterminisme. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Un maestro, un orchestrateur, le chef de l'orchestre, qu'est-ce qu'il va faire? Comment prévoir? C'est quoi? Ça veut quoi prévoir? Il sait ce que le public va écouter, il va prévoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle le répertoire. Il va apporter la répartition, il va placer à côté de chaque musicien. Les musiciens vont suivre la répartition, leur partition, qui est une forme de répartition du travail des musiciens. Il va organiser l'ensemble, il va les placer, il va commander le commencement. Il va commencer, après avoir donné l'ordre de commencer. Par exemple, ce qu'il va assurer? L'harmonie, le rythme, la force, la faiblesse, la tendresse de la musique. Et c'est le rôle de la coordination. Sans ce coordinateur, on va assister à une musique délaisse. Vous savez, la musique basse, etc. Sans commandant, sans dirigeant, sans management. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit la guerre, c'est pas la musique. Et on voit des femmes qui passent supporter le cocktail, la tête, et on voit des hommes qui etc. Parce qu'il y a la guerre. Il n'y a pas la musique, il y a une guerre mondiale. Enfin, etc. Il y a des personnes qui parlent, il y a ceux qui il y a vraiment un sens désorganisé, anarchique. Vraiment anarchique. C'est culturel, mais c'est comme ça. C'est le manque d'organisation. Et les autres, est-ce que quelqu'un d'autre, personne ne dort? Parce que tout est organisé. Est-ce que si quelqu'un bouge de sa place, personne ne bouge? Alors que chez nous, non. Enfin, le musicien parle avec ses amis, avec ses collègues, et mange tout le temps. Enfin, et la musique, et chante. Enfin, il n'y a aucun problème. C'est pour dire que, d'après ce centre de management, ça ne peut pas marcher de cette façon. Tout doit être fait d'avance, organisé pour organiser, de commander les autres et coordonner le travail. Et tout doit être contrôlé vers la fin pour vérifier la tâche